Bonjour chers auditeurs, c'est un réel plaisir de vous livrer ce chapitre introductif sur la nutrition dans le diabète de type 2 en Afrique. Ce cours, je vous le rappelle, est exclusivement axé sur le diabète de type 2. Il explore la question de la nutrition dans cette prise en charge du diabète de type 2 en profondeur. La perspective est également assez vaste puisqu'il a tout un chapitre consacré à l'alimentation normale, l'alimentation saine, l'alimentation santé. Si vous le souhaitez, vous pouvez trouver sur le site e-diabète, c'est-à-dire www.e-diabète.org, des cours plus légers sur différents aspects du diabète, notamment les cours du professeur Slama sur l'alimentation ou le régime dans le diabète de type 1 et dans le diabète de type 2. J'ai bénéficié pour la préparation de cette introduction de l'aide du docteur Georges Correia de l'Université de Genève. Je tiens aussi à remercier un collègue de l'Université de Montréal, le professeur Dominique Garrel, médecin nutritionniste endocrinologue, qui a bien voulu réviser les diapositives. Voici donc ce que sera le contenu de ce cours. Nous allons d'abord revoir, car c'est une révision sommaire, les différentes formes de diabète, les complications, l'ampleur de cette maladie et les mesures mondiales qui ont été adoptées depuis assez peu. Nous allons ensuite passer à la justification de la préoccupation pour le diabète en Afrique. Enfin, le rôle de la transition nutritionnelle dans l'augmentation du diabète en Afrique et dans d'autres pays à faible ou moyen revenu, pour terminer par les facteurs et biomarqueurs de risque de diabète. Voici donc les trois principales formes de diabète qui sont illustrées ici. Le diabète de type 1, anciennement appelé diabète juvénile, le diabète de type 2, qu'on appelait antérieurement le diabète non insulino-dépendant, ce qui n'est pas tout à fait exact parce qu'il est parfois insulino-requérant. Et c'est sur ce diabète de type 2, donc, que va être centré le cours. Et finalement, le diabète gestationnel qui se produit pendant la grossesse. Il en sera question dans le chapitre sur les éléments de l'intervention diététique dans le diabète. À noter qu'on parle de diabète sucré pour le distinguer du diabète insipide, caractérisé par une polyurie marquée et qui dépend d'un désordre hormonal, plus précisément l'hormone antidiurétique ADH. Comme on voit sur l'illustration à droite, dans le diabète de type 1, le pancréas ne sécrète plus d'insuline à proprement parler. Dans le diabète de type 2, il y a résistance à l'insuline et le pancréas n'arrive plus à sécréter suffisamment d'insuline pour compenser cette résistance. Et dans le diabète gestationnel, l'insuline ne se montre plus aussi efficace à contrôler la glycémie. Mais généralement, la glycémie se normalise après l'accouchement. Néanmoins, le diabète pendant la grossesse est un facteur de risque important de l'apparition d'un diabète franc par la suite. Il existe aussi un diabète atypique qu'on appelle diabète de type africain, aussi diabète atypique avec tendance à la cétone. Il n'y a pas consensus sur l'existence de cette entité particulière de diabète. Néanmoins, il représenterait entre 4 et 20% des cas de diabète en Afrique. On estime généralement que 80% des cas de diabète sont de type 2. En réalité, il s'agit d'un diabète qui se manifeste assez brutalement, comme un diabète de type 1. Il apparaît généralement chez des hommes dans la quarantaine qui ne sont pas en surpoids. Il se manifeste de façon brutale donc par une acidocétose
Et s'il apparaît comme un diabète de type A, il évolue ensuite comme un diabète de type 2. En fait, l'étiologie de ce type de diabète n'est pas encore totalement élucidée. Parmi les hypothèses, on parle d'une origine nutritionnelle et épigénétique, ou alors virale. Voici un schéma illustrant la physiopathologie du diabète de type 2. Cette maladie complexe se caractérise par une hyperglycémie chronique, résultant en très grande partie de la combinaison d'une alimentation pléthorique ou déséquilibrée, du manque d'activité physique et le plus souvent d'obésité. Les graisses ectopiques, c'est-à-dire en dehors du tissu adipeux, du foie, les muscles et du pancréas, vont entraîner une résistance à l'action de l'insuline, de sorte qu'il y a glycémie élevée, perturbation de la sécrétion d'insuline et du glucagon. Je dois ce schéma au Dr Correa, qui était co-auteur de cette publication citée ici. Voici le même schéma, mais où on montre le rôle central de l'alimentation dans le contrôle du diabète, donc de la glycémie. On note que grâce à l'activité physique, déficit calorique pour corriger l'obésité et une alimentation plus équilibrée, avec diminution notamment de l'alcool, baisse du stress si possible, il y a une amélioration de la sensibilité à l'insuline et ce faisant une amélioration de la sécrétion d'insuline et du glucagon. On ne peut peut-être pas parler de normalisation, mais plutôt d'amélioration, car la question est encore posée si oui ou non il est possible d'assister à une rémission complète du diabète. Il est à remarquer aussi que si ce sont les facteurs immédiats de l'apparition du diabète, c'est-à-dire alimentation déséquilibrée, obésité et sédentarité, il reste que l'histoire familiale de diabète est un facteur important pour l'apparition d'un diabète de type 2, du moins avant l'âge de 60 ans. Et comme nous verrons aussi plus loin, un autre facteur de risque est la dénutrition tôt dans la vie qui augmente par la suite les risques d'apparition du diabète. Quelles sont alors les complications du diabète de type 2? Bien, on distingue deux types, les complications chroniques sur le long terme et les complications aiguës. Les principales complications chroniques sont la rétinopathie, la néphropathie, les atteintes micro- et macrovasculaires, ainsi que le pied diabétique dans sa phase chronique. Notons que l'hypertension, qui est souvent présente chez les diabétiques, est davantage une comorbidité qu'une complication. Quant aux principales complications aiguës, il y a l'acidocétose, il y a le coma hyperosmolaire qu'on note plutôt dans le diabète de type 2, ainsi que l'accident vasculaire cérébral ou l'infarctus du myocarde, de même que l'infection aiguë du pied qui peut aller jusqu'à la nécessaire amputation. Quelques statistiques maintenant sur le diabète. On estime qu'il y aurait actuellement 382 millions de personnes à travers le monde qui vivent avec le diabète et ce nombre augmenterait considérablement pour atteindre 592 millions en 2035. 80% de ces personnes, notons-le, vivent dans des pays à faible ou moyen revenu. Un des problèmes majeurs, c'est que moins de la moitié des personnes affectées sont diagnostiquées. Elles le seraient souvent lors de l'apparition d'une complication aiguë, mais surtout chronique, ce qui veut dire que le diabète est déjà avancé. C'est aussi, facteur important en Afrique,
que l'augmentation prévue du diabète est la plus forte. Cette augmentation serait de l'ordre de 90% entre 2011 et 2030. Voici une illustration de l'ampleur et de la progression du diabète à travers le monde. Les bulles sont d'autant plus grosses que la progression est rapide et vous avez la hauteur des bulles qui indique le nombre de cas actuels de diabète. À voir ceci, comme l'Afrique se trouve ici, la bulle beige, donc on croirait que ça n'est pas important puisque le nombre de cas, pour l'instant du moins c'était en 2013, est moins élevé que dans d'autres régions du monde. Cependant, notez que la bulle est plus grosse, c'est-à-dire que la progression est extrêmement importante, plus rapide qu'ailleurs, d'où la préoccupation nécessaire du diabète en Afrique. Il n'y a pas si longtemps qu'on se préoccupe des maladies chroniques à travers le monde et notamment dans les pays à faible ou moyen revenu. Un événement marquant a été la réunion de haut niveau qui s'est tenue aux Nations Unies à New York en 2011 sur ce thème des maladies chroniques ou non transmissibles. L'année suivante, l'OMS lançait ses objectifs, son programme d'objectifs portant sur les maladies chroniques à l'horizon 2025. On note qu'il est prévu ou qu'il est fixé comme objectif d'atteindre une réduction de 25% de la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles en 2025. Quant au diabète et à l'obésité, on le voit à l'item 9, on pose comme objectif qu'il n'y aurait pas d'augmentation. J'ai surligné en rouge les objectifs qui sont en lien avec la nutrition, qu'il s'agisse de la réduction de l'usage de l'alcool. L'alcool, après tout, est un nutriment, même s'il est toxique très rapidement. La sédentarité, qui doit être réduite aussi. La réduction de la consommation de sel et la réduction de 25% de l'hypertension artérielle. Pourquoi alors se préoccuper du diabète en Afrique? Eh bien, c'est une préoccupation qui nous a amené le groupe Transnut pour Transition nutritionnelle de l'Université de Montréal, avec des partenaires d'Afrique de l'Ouest, à nous pencher sur la transition nutritionnelle dont je vais parler bientôt. Projet dans lequel un groupe de travail s'est justement penché sur le diabète de type 2 et a travaillé à développer un argumentaire présentant des raisons pour lesquelles il fallait s'en préoccuper, car pour l'instant, c'est plutôt négligé en Afrique. Il y a donc 10 bonnes raisons, et vous pourrez les revoir dans les documents qui vous sont suggérés en lecture. Vous avez le dépliant avec ces 10 raisons. Vous avez aussi l'argumentaire détaillé, où vous avez toute l'évidence scientifique derrière les 10 recommandations. Alors, les 10 raisons, pardon. Ces justifications ou raisons de se préoccuper du diabète en Afrique, les voici. D'abord, le diabète augmente plus vite en Afrique qu'ailleurs, nous venons de le voir. Sachez que le diabète et les maladies cardiovasculaires ensemble tuent davantage que le VIH-Sida en Afrique, alors que les ressources pour les soins, la prévention, sont tellement moindres. Le diabète aussi, c'est particulier à l'Afrique, affecte davantage de sujets actifs, en pleine force de l'âge, et donc les répercussions sur la productivité, etc., vont être affectées. Nous l'avons vu également, le diabète est diagnostiqué souvent tardivement au stade des complications. Ces complications sont souvent graves et mutilantes. Le diabète, je l'évoquais justement, est responsable d'importantes pertes de productivité et de revenus national en raison de la morbidité associée, de l'absentéisme, etc. Le diabète
coûte cher aussi. C'est une maladie au long cours, les soins doivent être soutenus dans le temps et ils coûtent cher, souvent d'ailleurs, aux frais des seuls patients. C'est pour cette raison que le diabète précipite souvent des individus, nous l'avons vu, et des ménages dans la pauvreté. Le diabète également augmente avec l'urbanisation galopante et la transition nutritionnelle. Nous allons parler de ceci très bientôt. La malnutrition maternelle et infantile augmente le risque de diabète à l'âge adulte. Et dans bien des régions d'Afrique, il n'y a pas si longtemps que la dénutrition des femmes et des jeunes enfants était largement répandue. Bien sûr, lorsque l'environnement devient obésogène, là, ce facteur de risque apparaît. Enfin, numéro 9, le diabète creuse encore les écarts de santé entre hommes et femmes. La fréquence du diabète n'est pas tellement plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Seulement, il semblerait que le taux de décès par diabète est plus élevé chez les femmes, déjà avant l'âge de 60 ans. En outre, nous avons évoqué le diabète gestationnel qui entraîne des conséquences graves pour la femme elle-même et aussi pour le nouveau-né. Et enfin, il existe des preuves, des démonstrations de l'efficacité de la prévention du diabète, d'où la pertinence de s'en préoccuper avant que la situation ne devienne catastrophique en Afrique. Il faut dire qu'à l'échelle des populations, la transition nutritionnelle ou le passage d'une alimentation et de mode de vie traditionnel à une alimentation de type occidental et à la sédentarité est un facteur extrêmement important, sinon le plus important, le grand responsable de l'escalade du diabète. Il faut bien reconnaître que de plus en plus, surtout dans les villes, mais pas uniquement, l'alimentation de type occidental remplace l'alimentation rurale traditionnelle qui, à bien des égards, était plus propice à la santé, même si elle aurait eu besoin d'être suffisante et suffisamment diversifiée. Alimentation urbaine, donc, où les aliments transformés industriellement occupent de plus en plus de place. Cette transition nutritionnelle inclut aussi le passage d'une activité physique importante, notamment dans l'agriculture, à un mode de vie de plus en plus sédentaire pour le travail, mais aussi dans les loisirs et chez les jeunes notamment. Il en résulte donc une augmentation de l'obésité et d'autres maladies chroniques comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Voici représenté schématiquement la transition nutritionnelle avec les changements dans l'alimentation et dans le mode de vie qui sont responsables de l'augmentation importante des maladies chroniques, notamment du diabète et d'autres maladies chroniques liées à la nutrition, maladies cardiovasculaires notamment. On doit au professeur Barry Popkins le développement de ce phénomène de la transition nutritionnelle avec différentes étapes ou différents stades. Disons d'abord que toutes les sociétés ont vécu de tels changements dans leurs habitudes alimentaires et dans leur mode de vie. Ce qui caractérise la transition nutritionnelle actuelle dans les pays à faible et moyen revenu, c'est le rythme, la rapidité. On se préoccupe principalement de ce stade, étape 4, où les maladies chroniques se développent. Et c'est celui, oui, qui attire notre attention, puisqu'en raison de l'alimentation dont je viens de parler, de l'augmentation de l'obésité et tout, on assiste à une véritable explosion des maladies chroniques. Cette étape 4 est entourée en rouge. Toutes les sociétés
tendent vers cette dernière étape, celle où, grâce à des changements de comportement vers une alimentation préventive, une alimentation prudente et l'activité physique, on assiste à un vieillissement sain et à une diminution ou du moins stabilisation de la fréquence des maladies chroniques. Mais alors, tous les pays y travaillent et il y en a bien peu où la majorité de la population en est à cette dernière étape de la transition nutritionnelle. Donc, nous nous axons, nous nous centrons sur cette étape 4, celle des maladies chroniques. Quels sont les moteurs de cette transition nutritionnelle? Eh bien, ils sont en gros de 3 ordres. D'abord, l'urbanisation et la mondialisation, dont les effets sont très difficiles à distinguer. Les progrès technologiques, bien sûr, qui sont favorables non seulement à la transformation des aliments, mais aussi à la sédentarisation en raison de la mécanisation des tâches humaines et la prolifération, bien sûr, des activités sur écran. La croissance économique y est aussi, bien sûr, pour quelque chose, car elle permet l'accès à cette alimentation et ce mode de vie à l'occidental. Regardez comme l'urbanisation est rapide en Afrique. On voit à la ligne du dessus le rythme d'urbanisation en Afrique de l'Ouest, très élevé. Comme l'urbanisation est un facteur important de cette transition nutritionnelle, il n'est pas étonnant et il est justifié qu'on s'en préoccupe en Afrique. Quelques précisions donc sur ces changements dans l'alimentation qu'on doit à Forster. C'est le passage où en fait, disons que c'est l'abandon progressif de l'alimentation rurale traditionnelle qui était pourtant faible en gras, en sucre, pour être riche en amidon, sucre complexe, en fibres, tous avantages, mais cette alimentation avait la tendance à être monotone et à être axée essentiellement sur des denrées de base d'origine végétale avec peu de diversité. On passe progressivement à une alimentation de type urbain qui est obésogène et qu'on estime être le modèle occidental avec beaucoup de gras, de sucre, de viande, peu de fibres, beaucoup d'aliments raffinés industriels, beaucoup de restauration rapide et surtout beaucoup de boissons gazeuses sucrées. Cette alimentation présente toutefois l'avantage d'être plus variée, ce qui est certainement une force, mais en fait, il y aurait beaucoup à corriger pour que cette alimentation devienne préventive. Les changements dans les modes de vie, d'abord, on l'a dit, transport motorisé, travail mécanisé ou sédentaire, activités de loisirs peu physiques, qui sont typiques de cette sédentarisation. Mais il y a aussi, ne l'oublions pas, le tabagisme qui sévit encore, qui est encore très fréquent dans beaucoup de pays à faible et moyen revenu, la consommation d'alcool qui est nuisible sauf à très très faible dose. Il y a aussi le stress de la vie moderne, de la vie urbaine, qui est un facteur non négligeable d'augmentation des risques de maladies chroniques, hypertension, obésité même, diabète. Mais il ne faut pas croire que ces maladies chroniques ont remplacé les maladies prédominantes il n'y a pas si longtemps, notamment en Afrique, par exemple les maladies infectieuses, et si on parle de nutrition, les troubles de carence, dénutrition, carence en micronutriments. La transition nutritionnelle a été tellement rapide qu'en fait, coexistent ces troubles de carence avec les troubles de surcharge au sein d'une même population, encore que les troubles de surcharge sont surtout répandus en ville et les troubles de carence en zone rurale.
Mais on trouve aussi au sein d'un même ménage ce double fardeau, le principal type étant la mère, l'adulte en surpoids ou obèse, avec un ou des enfants en déficit de croissance, retard de croissance ou émaciation, double fardeau au sein des ménages. C'est tout un défi, c'est un double défi de s'adresser à la fois à des troubles de surcharge et des troubles de carence, mais certains pays s'y sont mis. Alors, représentation schématique du phénomène, pour une petite revision, la transition nutritionnelle qui est responsable en grande partie de l'augmentation des maladies chroniques, mais persistent aussi les malnutritions par carence, de sorte qu'on assiste à un double fardeau de la malnutrition à l'échelle des pays, mais aussi des ménages. N'oublions pas aussi qu'il y a une synergie entre les malnutritions par carence et les maladies chroniques. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, c'est que la dénutrition tôt dans la vie, pendant la vie fœtale ou la première enfance, va augmenter par la suite, dans un environnement bien sûr propice à l'obésité, le risque de maladies chroniques, notamment le risque de diabète. On doit au docteur David Barker d'avoir noté ce phénomène et d'avoir lancé les travaux de recherche pour tenter d'expliquer la chose. En fait, c'est que la nutrition pendant la vie fœtale ou l'enfance entraîne des changements physiologiques et métaboliques qui représentent une adaptation de survie des individus à un environnement de pénurie, de manque, de carence. Alors, il y a cette programmation de l'organisme qui, lui, est mal adapté à un environnement obésogène. C'est un phénotype d'épargne d'énergie qui, donc, prédispose l'individu à développer des maladies chroniques. C'est ainsi que la transition nutritionnelle exacerbe les effets à long terme de la malnutrition précoce. Quels mécanismes peuvent expliquer ce phénomène, ce phénotype d'épargne? Eh bien, il y a 3 types de mécanismes qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Les perturbations de la croissance et maturation des organes qui font qu'il y aura plus facilement des compensations si le pancréas ou le rein sont surchargés. Il y a surtout des modifications métaboliques avec implication de plusieurs systèmes hormonaux, dont les glucocorticoïdes, des perturbations de l'axe hypothalamus-hypophyse surrénal, et enfin des phénomènes épigénétiques, c'est-à-dire que la méthylation des gènes, principalement, va affecter par la suite la résistance ou la vulnérabilité aux maladies chroniques, dont le diabète. Outre donc cette transition nutritionnelle qui est responsable d'obésité, d'alimentation pléthorique, de sédentarité et la dénutrition pendant la vie fœtale ou l'enfance, d'autres facteurs de risque sont bien sûr l'âge. Le risque de diabète augmente avec le vieillissement. Il y a aussi, c'est très important, la prédisposition familiale ou génétique. Il y a enfin l'interaction toujours présente des gènes et de l'alimentation, de sorte qu'on peut dire que nous ne sommes pas tous égaux face à l'alimentation, face aux calories. Tout dépend de notre bagage génétique. On peut ajouter aussi comme facteur de risque important en Afrique le traitement du VIH-Sida qui est associé, lui, oui, au diabète. En tout cas, à un risque accru. Voici l'illustration de l'interaction des gènes et de l'alimentation face au risque de diabète de type 2. Nous devons cette étude intéressante à Chi et collaborateurs. Je vais essayer de vous l'expliquer. Nous avons d'un côté en ordonnée le degré d'occidentalisation de l'alimentation
caractérisé par le premier quartile Q1, Q2, Q3, Q4. Le Q4, donc, est le degré maximum d'occidentalisation de l'alimentation des individus. Et nous avons en abscisse le score de prédisposition génétique, si vous voulez, au diabète, qui va de moins 10 à au-dessus de 12, moins de 10 et qui va jusqu'au-dessus de 12. Ce qu'on note, c'est que chez ces individus qui ont un score génétique de risque élevé, eh bien, il y aura davantage d'apparition de diabète lorsque l'alimentation est davantage occidentalisée, c'est-à-dire contient davantage de gras, de sucre, de sel, d'aliments transformés, de boissons sucrées, etc. Enfin, quels sont les biomarqueurs de risque de diabète? Eh bien, on peut les grouper en deux catégories. D'abord, les troubles de la régulation glycémique, qu'on appelle aussi prédiabète, mais ce terme ne fait pas l'unanimité. La glycémie à jeun, ou la glycémie 2 heures post-charge de glucose, n'atteignent pas les seuils de diabète, mais sont bien sûr au-dessus de la normale. Et enfin, le syndrome métabolique, qui est une constellation, une agrégation de facteurs de risque, et on estime qu'il est présent lorsqu'au moins 3 des 5 composantes sont vérifiées. Obésité abdominale, car l'obésité abdominale est beaucoup plus pathogène que l'obésité générale. Le HDL, cholestérol bas, c'est le bon cholestérol. Les triglycérides élevés, encore que ce ne soit pas très fréquent chez les Africains. Une tension artérielle élevée, observation très fréquente, là encore une fois en Afrique, et l'hyperglycémie. Alors, je vous suggère de lire à l'issue de cette introduction quelques documents que vous trouverez sur le site. D'abord, le rapport de l'OMS sur le diabète de 2016 et ensuite, comme je l'évoquais plus tôt, les deux documents d'argumentaire pour le plaidoyer en faveur d'actions contre le diabète en Afrique. Les ressources en français ne sont pas légion. J'en signale quelques-unes ici. Elles sont incluses dans la liste bibliographique que vous trouvez aussi sur le site du cours. Voilà pour l'introduction. Je vous inviterai maintenant, si vous le souhaitez, à vous pencher sur l'étude du chapitre sur l'alimentation saine ou l'alimentation normale ou l'alimentation santé, car c'est la base de l'alimentation des personnes vivant avec le diabète. Je vous remercie.